c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, le décor a à nouveau changé, les températures sont beaucoup plus clémentes ces derniers temps, donc j'ai pu réintégrer mon grenier bibliothèque et j'en suis ravie. Depuis le mois de janvier, j'ai lu énormément de livres graphiques, et si j'ai bien compté, si je prends en compte tous les tomes des séries commencées, j'ai à vous présenter 14 mangas, 22 romans graphiques ou BD et 27 albums pour la jeunesse. Donc c'est vraiment énorme, je ne vous parlerai pas de tout ça aujourd'hui en vidéo, je vais couper ça en deux. Aujourd'hui je vous parlerai seulement des mangas et des romans graphiques BD, donc ça fait déjà une trentaine de titres à vous présenter, et dans une prochaine vidéo je vous parlerai essentiellement des albums pour la jeunesse. Alors j'ai mon anti-sèche sur un petit papier qui regroupe tous les titres graphiques, et j'ai aussi mon bullet journal qui reprend un petit peu toutes les lectures que j'ai pu faire. En fait, par exemple pour le mois de février, j'ai lu tellement de titres graphiques que j'ai dû déborder sur la page book haul du mois d'à côté. Et au mois de mars, donc le mois qui est en cours, j'ai carrément prévu cette fois-ci, je me suis dit je vais faire une page lecture du mois de mars pour les romans, donc vous voyez il n'y en a pas énorme, et puis une page lecture pour les graphiques. Et en fait j'en ai tellement lu que je suis obligée de remonter à côté. Alors du côté des mangas, ces derniers temps, j'ai lu les tomes 2 à 8 du manga Bride Stories de Kaoru Mori aux éditions Kiyun. J'ai lu le premier tome il y a plusieurs mois, voire années maintenant, et j'avais vraiment adoré ce premier tome. Comme j'ai tellement aimé ce manga et que j'avais déjà le premier tome dans ma bibliothèque, j'ai profité d'une commande Gilbert Joseph pour les trouver d'occasion, et j'ai pris le tome 2, le tome 3, le tome 4. Bride Stories, ça parle de quoi? Ça parle d'une jeune fille qui vit dans l'Asie mineure du 19e siècle, donc le contexte est hyper intéressant, original. Cette jeune fille que l'on voit là est mariée à un clan allié, à un jeune garçon d'un clan allié, très exactement, un jeune garçon qui a 13 ans environ je crois, et elle doit en avoir 18-19, donc grosse différence d'âge. C'est ce qu'on voit dans le premier tome, le mariage des deux héros, du couple principal. Dans les tomes qui vont suivre, donc pas forcément dans le tome 2 directement, mais comme on le voit sur les illustrations de couverture des tomes suivants, et ça continue pour les tomes 5, 6, 7, 8 et même 9 je crois, on va découvrir des personnages secondaires différents, des personnages secondaires qui gravitent tous plus ou moins de façon proche du couple d'origine, donc du couple principal qu'on avait vu dans le premier tome. Alors, je suis assez mitigée sur cette façon de faire qu'a choisi la mangaka. D'un côté j'aime beaucoup ça, parce que forcément si on introduit de nouveaux personnages dans cet univers, dans ce contexte, ça enrichit tout ça, on va découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles coutumes, on va aller voir un petit peu plus loin. Donc c'est génial pour enrichir l'univers, c'est génial parce qu'il y a certains personnages secondaires que j'ai adorés, il y en a d'autres, et c'est là que je suis un petit peu mitigée, que j'ai beaucoup moins aimé suivre, notamment ces jumelles là, qui m'ont franchement tapé sur le système. Au final, avec tous ces personnages secondaires, ben on en oublie parfois le couple de base, le couple principal qu'on avait découvert dans le premier tome, couple que j'aime beaucoup, et donc on en arrive au tome 8, le tome 9 est déjà sorti mais j'ai pas eu encore l'occasion de le lire, je me suis donc arrêtée au tome 8, et on en arrive au tome 8 en se disant qu'au final, en 8 volumes, ben on a tellement pas souvent suivi le couple principal qu'il a finalement pas tant évolué que ça, et c'est un petit peu dommage. Bon, le point positif de ce manga, c'est que c'est super beau, c'est hyper détaillé, la mangaka a un coup de crayon, un sens du détail absolument magnifique, les vêtements, les tapisseries, l'ébénisterie, puisque les personnages travaillent le bois aussi, tout est dans le détail, c'est magnifique. Donc rien que pour ça, ce manga vaut le coup. J'ai aussi lu le manga Les Enfants de la Mer, le premier tome, écrit par Daisuke Igarashi. Oui, j'ai ma feuille de pompe, et publié chez Sarbacane. Je n'ai lu que le premier tome, tout simplement parce que je n'ai pas accroché à cette histoire. Je me suis même forcée à venir à bout de ce premier tome, qui est quand même assez conséquent, je crois qu'il fait quasiment 300 pages. J'ai vraiment eu du mal à rentrer dans cette histoire, tout simplement, pourtant elle avait tout pour me plaire. On va faire la connaissance d'une jeune fille qui s'est fait virer de son club de volley alors que c'est sa passion, et elle s'ennuie. Heureusement pour elle, elle va faire la rencontre d'un jeune garçon qui est très particulier puisque c'est un enfant de la mer. Il est né et a grandi
les 2 ou 3 premières années de sa vie au fond de l'eau. Il a été élevé par les animaux marins et c'est également le cas de son grand frère que l'on va rencontrer un petit peu plus tard. Donc ce sont des enfants qui sont un petit peu particuliers et a priori notre héroïne est elle aussi liée à la mer, elle est particulière également et on n'en sait pas bien plus. Je pense qu'on va en apprendre plus dans les tomes suivants. Donc voilà, le synopsis de base était super intéressant, moi ça vraiment ça m'intriguait beaucoup et en fait je suis pas du tout rentrée dans cette histoire, j'ai trouvé que c'était très brouillon, on passe du coq à l'âne, voilà, il y a certaines scènes que je n'arrivais pas à comprendre parce que j'arrivais pas à comprendre le lien entre ce qui s'était passé juste avant, comme je vous dis voilà, on passe du coq à l'âne, c'est pas très compréhensible, c'est brouillon, c'est... voilà, j'ai eu du mal avec la narration et en plus j'ai eu beaucoup de mal aussi avec les dessins que j'ai trouvé assez banals, sans vraiment d'intérêt, pas forcément très jolis et assez grossiers. Je n'ai pas trop aimé cette histoire et donc a priori je ne lirai pas la suite à moins que vous me disiez que franchement ça vaut le coup de lire la suite, que c'est trop bien. Je suis revenue du côté de Kaomori ensuite et des éditions Kiyun puisque j'ai emprunté et lu la deuxième intégrale du manga Emma. Alors Emma, c'est l'histoire d'une jeune femme de chambre au 19e siècle en Angleterre. Dans le premier tome, ou dans la première intégrale plutôt, elle était dans une bonne famille et elle tombait amoureuse du fils de cette bonne famille. Je m'en souvenais plus vraiment, enfin je me souvenais de, voilà, de ce fil directeur. On va retrouver Emma qui quitte Londres en catastrophe et qui va se retrouver embauchée dans une autre famille. J'aime beaucoup le fond, j'aime beaucoup l'histoire, la romance pour le coup. J'aime vraiment beaucoup comment c'est décrit, comment évoluent les personnages. Là pour le coup c'est presque comme du Jane Austen, hein. On a vraiment une évolution très lente des caractères des personnages, pas mal de situations qui viennent compliquer tout ça. Voilà, donc le scénario, vraiment super, rien à dire, j'ai hâte de lire la suite et je suis ravie d'avoir pu emprunter les intégrales suivantes et je vais me les lire très très rapidement et je vous en parlerai très vite. Par contre, pour le coup, c'est la même mangaka qui a fait Bright Stories, mais je trouve que le trait dans Emma est beaucoup plus grossier, beaucoup plus banal et je m'en souvenais plus en fait. Grossier c'est peut-être un peu fort comme mot, mais je trouve que les visages voilà, sont beaucoup plus fades, beaucoup moins travaillés, beaucoup moins détaillés que ce que la mangaka fait dans Bright Stories et on a beaucoup moins voilà, de décors, de détails, de miniaturisme dans les décors, dans les vêtements, tout ça. Emma c'est beaucoup plus simpliste, j'ai envie de dire, mais comme l'histoire d'Emma est vraiment géniale, je ne peux que vous conseiller ce manga. Et là, ces derniers jours, et je terminerai cette partie manga avec cette série, j'ai lu les 5 tomes de la série Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata. Alors Orange, c'est une série de mangas qu'on a vu passer sur les blogs, enfin en tout cas moi je l'ai vu souvent passer sur les blogs et sur les vidéos Booktube. C'est une série qui a beaucoup de succès. Donc j'étais curieuse de la découvrir et là encore quand j'ai vu les 5 tomes disponibles à la médiathèque, je me suis dit allez c'est le moment, tu les empruntes les 5 d'un coup et tu te les lis les 5 d'affilée. Au moins comme ça t'as pas d'attente entre les tomes, c'est super. Donc c'est ce que j'ai fait, je crois que je les ai lus en 2 ou 3 jours peut-être. Et j'ai été particulièrement touchée par les 2 ou 3 premiers tomes, je crois, qui ont très bien fonctionné, qui sont hyper émouvants. Et j'ai été un peu lassée par les tomes 4 et 5 et la chute m'a un petit peu déçue parce que j'imaginais un truc plus... waouh, plus énorme en fait. Et ça se finit pas mal, hein, enfin... quand même satisfaite de cette fin, mais je m'attendais à plus. Je m'attendais à un truc plus. Et finalement, ça se termine, disons, tout doucement. Voilà. On va découvrir une jeune fille qui a 16 ans, qui s'appelle Nao. C'est le jour de la rentrée des classes, et ce matin-là, elle reçoit une lettre qui lui est destinée. Et cette lettre, en fait, c'est son moi du futur qui lui écrit, son moi qui a 26 ans, donc 10 ans de plus, qui lui écrit et qui va lui donner un petit peu des directives, une ligne directrice à suivre dans les mois qui vont suivre, justement. Elle lui explique que ce jour-là, lors de cette rentrée des classes, il va y avoir un nouvel élève et que ce nouvel élève va devenir son ami et va entrer dans son groupe d'amis. Ils vont être 6 amis à se suivre, mais on va très vite comprendre que cet ami qui s'appelle Takeno, un truc comme ça,
Ah bah j'ai déjà rendu les mangas donc je peux pas vérifier. Enfin bon, le jeune homme qui arrive, on va comprendre assez rapidement que il va avoir un accident, il va mourir quelques mois plus tard. Et donc le but de la Nao du futur, c'est d'empêcher cet événement en changeant tout ce qui a pu se passer les mois qui précèdent la mort de ce jeune homme. Donc elle envoie des directives à la Nao présente, qui a 16 ans, en lui disant bah tel jour, il faudrait plutôt que tu fasses ça, il faudrait plutôt que tu réagisses comme ça, il faudrait plutôt que tu dises ça, tout ça pour essayer de sauver Takeko ou Takeno, bref, le jeune homme qui arrive. J'ai bien aimé ce côté de science-fiction qui est très léger, hein, mais la réflexion qu'il y a autour, voilà, si on fait un voyage, un retour dans le passé, est-ce que ça va modifier le futur? Et donc là on voit dans ce manga qu'il y a un petit peu de théorie, la théorie de la ligne du temps unique, et donc ce qui fait que si vous modifiez un événement du passé, s'il n'y a qu'une seule ligne du temps, forcément elle aura un impact sur le futur. Et puis vous avez l'autre théorie qui dit qu'il n'y a pas qu'une seule ligne du temps, il n'y a pas qu'une seule dimension entre guillemets, c'est plutôt un arbre, comme un arbre généalogique, et si vous modifiez un élément du passé, ça va juste créer une nouvelle branche à l'arbre, une nouvelle branche dans le temps, ça ne modifiera pas l'autre histoire. Voilà, là aussi c'est un petit peu compliqué mais j'espère que vous avez compris le principe. Très intéressant et surtout hyper émouvant ce manga. Par contre, au début, si j'aimais beaucoup Nao, qui m'a beaucoup émue, et puis toute cette histoire autour avec ses amitiés, et puis ses histoires d'amour, au bout d'un moment, elle m'a un peu lassée quand même, j'avais envie de la secouer, j'avais envie de rentrer dans le manga et de lui dire « Mais vas-y, dis-lui, mais dis-lui ce que tu as à lui dire, arrête de marmonner, de... » Je l'ai trouvée un peu molle et un peu... voilà, j'avais envie de la secouer. Et puis un truc aussi que j'ai trouvé assez fou dans ce manga, enfin quelque chose qui m'a marqué, qui m'a sauté aux yeux, c'est que ces personnages, et je pense que c'est quelque chose qui fait partie de la culture nippone, de la culture japonaise, ils sont tout le temps en train de s'excuser. Ils sont désolés tout le temps pour tout. Je crois qu'à chaque page, il y avait un « je suis désolé ». Et je trouve ça mais tellement too much. Bon, malgré ces petits bémols, c'est quand même une série qui m'a plu et que j'espère pouvoir un jour avoir dans ma bibliothèque. Si je trouve les tomes d'occasion, je pense que j'hésiterai pas à les acheter et je pense même que j'aurai plaisir à les relire. Je passe ensuite aux romans graphiques et BD. Je vais juste vous citer les 22 titres que j'ai lus dans l'ordre de lecture. Et le premier que j'ai lu et que j'ai tellement adoré que je l'ai acheté pour l'avoir chez moi et pour pouvoir le relire quand je voudrais, c'est Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner aux éditions Delcourt, collection Shampoing. C'est l'histoire d'un renard, grand méchant renard, que vous voyez là, qui en fait n'est pas du tout un grand méchant renard. C'est un renard complètement nul, qui n'est bon à rien, qui ne fait pas peur, qui ne sait pas aller trouver sa nourriture tout seul. Tous les jours, il essaye d'aller à la ferme pour pouvoir manger des poules et tous les jours, il se fait jeter par ces mêmes poules qui sont plus fortes que lui et qui arrivent à le mettre à la porte de la ferme. Et il en a marre, il crève de faim ce renard. Heureusement, il va rencontrer le grand méchant loup, qui lui est vraiment un grand méchant loup, qui va lui dire « Si tu veux manger, je te conseille d'aller voler des œufs, de les couver, et ensuite, quand les poussins seront assez grands, seront devenus assez gros et gras, tu pourras les manger. » Le renard va donc suivre ce conseil, il va réussir tant bien que mal à voler des œufs, et il va se retrouver à couver ses œufs, et de ces œufs vont naître 3 petits poussins qui vont le prendre pour leur mère. Et ça va être le début des ennuis pour ce renard qui va se retrouver affublé de 3 enfants très agaçants et épuisants. Et vous vous en doutez, finalement il va se prendre un petit peu d'affection pour ces 3 poussins et ça va être de plus en plus dur de se décider à les manger. C'est hyper drôle, j'ai adoré cette histoire, voilà, tellement adoré que vous voyez j'ai acheté ce livre et je l'ai acheté neuf. J'ai même pas attendu de le trouver d'occasion, je le voulais absolument donc je l'ai acheté neuf. J'étais pas forcément hyper fan du coup de crayon, la tête des personnages, tout ça. Et puis en fait bah, ça fonctionne vachement bien, c'est hyper drôle, je me suis marrée. C'est vraiment, je gloussais toute seule en lisant ce truc tellement c'est drôle. Le chien qui est censé monter la garde dans la ferme, qui est une grosse feignasse, qui fout rien, le lapin crétin, les poules qui se mettent au self-défense pour justement pouvoir se défendre encore mieux quand il y aura des attaques de renards. C'est plein de situations cocasses et puis en même temps c'est émouvant parce que ce renard voilà, qui commence à se prendre d'affection pour les 3 poussins qu'il a couvés.
C'est super, lisez Le Grand Méchant Renard, je ne peux que vous conseiller ce roman graphique. À la médiathèque, j'ai également lu les 3 volumes de 4 sœurs, c'est adapté par Cathy Bor et c'est d'après les romans de Malika Ferjouk et c'est édité chez Rue de Sèvres. Donc j'ai beaucoup aimé, donc j'ai acheté le premier tome d'occasion. J'ai pas encore eu l'occasion justement de trouver les tomes 2 et 3, mais voilà, si j'achète les livres que j'emprunte, c'est vraiment parce qu'ils m'ont beaucoup plu. J'ai pas lu les romans de Malika Ferjouk, mais j'ai très envie de les lire après avoir découvert cette adaptation en BD. C'est l'histoire de 5 sœurs, contrairement au titre, c'est 4 sœurs, parce qu'en fait dans chaque tome, on va avoir le point de vue d'une sœur sur ses 4 autres sœurs. Donc elles sont 5 en tout. Enid c'est la plus jeune, c'est celle qu'on voit là. Et petit à petit on va remonter vers la plus âgée qui s'appelle Charlie. Elles sont orphelines, elles vivent dans un grand manoir qu'on voit ici, toutes les 5. Leurs parents sont morts dans un accident de voiture 1 ou 2 ans plus tôt et donc on va suivre leur quotidien. C'est drôle, c'est émouvant, elles sont 5 avec des caractères différents, elles vivent des choses différentes et voilà, ça revient sur la fratrie, l'amitié, l'amour, les premières relations amoureuses, la maladie, etc. Donc plein de thèmes qui parlent beaucoup aux jeunes lecteurs et aux moins jeunes. Allez-y, faites-vous plaisir. J'ai ensuite continué la série Les Carnets de Cerises avec le tome 3 qui s'appelle Le Dernier des 5 Trésors. C'est toujours de Joris Chamblin et Aurélie Néré et moi j'ai l'édition Françoisir. On retrouve la petite Cerise qui est là, toujours accompagnée de ses 2 copines inséparables et toutes les 3 vont continuer à mener l'enquête. Cerise grandit à l'approche de l'adolescence, bon, ses copines aussi, et on va en savoir de plus en plus sur son histoire personnelle à elle, puisqu'elle vit seule avec sa maman et on ne sait pas ce qui s'est passé pour son papa. Et là, petit à petit, on touche du doigt un petit peu ce qui a pu arriver à son papa. Je pense qu'on en saura plus dans le 4e volume, que j'ai déjà, mais que je n'ai pas encore lu. Je patiente. Je pense que je lirai le volume 4 quand le volume 5 sera sorti. Dans cette histoire, Cerise et ses 2 copines vont résoudre une nouvelle énigme, et cette fois, elles vont faire comme un jeu de pistes. À chaque fois, elles vont trouver un nouveau trésor, et chacun de ces trésors est également lié à Cerise et à ses amis. C'est toujours aussi tendre, aussi émouvant, j'ai presque eu la larmichette à l'œil, comme d'habitude, ça marche très très bien, c'est hyper beau, j'adore les dessins de Aurélie Néré, je trouve ça absolument magnifique, et j'aime toujours autant le principe des carnets. Justement, on passe de planches de bande dessinée classiques, avec des cases, des vignettes, des bulles, à des pages de carnet, comme j'ai vu, voilà, comme ça. Donc comme si c'était Cerise qui écrivait son carnet, donc avec une écriture enfantine, des photos, des collages, des dessins. Comme si on avait vraiment affaire à un carnet de petites filles, de jeunes filles. Donc j'aime beaucoup ce principe-là, et j'aime vraiment beaucoup le coup de crayon et la colorisation d'Aurélie Néré. C'est vraiment tout doux. Les carnets de cerises, c'est une série doudou. C'est une série qui fait du bien au moral, qui aborde plein de belles choses, de bons sentiments. Voilà, c'est un petit bonbon, une petite douceur. J'ai commencé une nouvelle série ensuite, le premier tome d'Elinor Jones, premier tome qui s'appelle Le Bal d'hiver. C'est de Algésiras Aurore et c'est aux éditions Soleil. Là aussi j'ai tellement aimé ce premier tome que j'ai acheté les tomes 2 et 3, c'est une trilogie, donc voilà, j'ai la trilogie complète dans ma bibliothèque, j'ai pas lu encore les tomes 2 et 3, mais comme ça suit les saisons, j'ai bien envie de lire le tome 2 qui s'appelle Le Bal de printemps au printemps. Bon, on est au printemps, mais j'ai pas encore constitué ma balle de printemps. Bientôt, ça arrivera. Et puis le tome 3 qui s'appelle Le Bal d'été, j'aimerais bien le lire en été. Franchement, cette BD, j'y allais sans vraiment beaucoup d'attente. Je me disais, oh, ça va être une belle BD, mais à mon avis, l'histoire, ça va être sympathique, distrayant, mais sans plus. Et en fait, j'ai été très agréablement surprise par cette histoire, notamment par le traitement des personnages. J'ai été surprise par le chemin emprunté par le scénariste. On va suivre donc Elinor Jones, l'héroïne que l'on voit ici dans l'Angleterre victorienne, donc du 19e siècle, qui est une couturière assez talentueuse qui va être embauchée dans une grande et riche famille anglaise de stylistes. Bon, je pense pas qu'on puisse dire styliste au 19e siècle en Angleterre, mais bref, des gens qui créent
des costumes, des robes sur mesure et qui ont beaucoup de succès. On va faire la connaissance des membres de cette famille influente et au final ces membres sont pleins de surprises. Et puis bah voilà, j'ai bien aimé le coup de crayon, il y a des belles robes, des beaux personnages, des détails, des belles couleurs, c'est joli. Voilà, je sais pas, c'est la jeune fille en moi qui sommeille, qui a bien aimé ce côté un petit peu girly. Par contre, à part voilà quelques scènes qui laissent présager qu'on est en hiver et qu'on est à Noël avec les manteaux fourrés, etc., le sapin de Noël, sinon j'ai pas eu vraiment l'impression qu'on se sentait vraiment en hiver. J'ai également lu La Dernière Terre, la BD, qui s'appelle Le prendre pour le garder, c'est de Magali Villeneuve, Alexandre Dinch, et illustrée par Noémie Chevalier aux éditions d'Ozaïma. Cette BD, il s'agit d'une annexe à la saga La Dernière Terre, qui est une saga de fantasy, donc des romans. La Dernière Terre, comme je vous le disais, c'est de la fantasy sombre, mature, psychologique, complexe, tout ça, c'est vachement bien. Et là, en fait, il s'agit d'une préquelle qui est illustrée. À la base, c'est une petite nouvelle qui a donc été illustrée par Noémie Chevalier. Et dans cette petite nouvelle, dans ces planches illustrées, on va découvrir la rencontre entre Kahir, donc le petit garçon que vous voyez ici, et Melgar, un mec un peu sombre, un peu strict, pas forcément hyper fun et hyper marrant, mais en fait c'est quelqu'un de bien, c'est un gentil. Voilà, deux êtres très solitaires, très renfermés, réservés, qui vont se rencontrer, je ne vous dis pas comment, je ne vous dis pas pourquoi, etc. Et bah, ça va changer leur vie à tous les deux. Voilà, donc dans cette préquelle, on découvre cette rencontre très émouvante. Et je pense que si vous aimez cette rencontre, si vous aimez l'émotion qu'il y a là-dedans, vous risquez de beaucoup aimer tout ce qui se passe dans La Dernière Terre, puisque c'est vraiment beaucoup d'émotions, parce que la psychologie des personnages est hyper bien écrite, décrite, transmise, et donc on s'attache beaucoup à eux, donc tout ce qui leur arrive, ça, voilà, ça prend au cœur, ça prend aux tripes. C'est pour ça que j'aime autant cette série et que je suis ravie qu'il y ait des annexes comme cette BD. Voilà. J'ai ensuite emprunté les tomes 2 à 8 de Princesse Sarah de Alouette Moretti aux éditions Soleil, si je ne dis pas de bêtises. Princesse Sarah, tome 2 à 8. Je pensais pas que j'allais aimer autant tous ces tomes, parce que je me demandais franchement comment le scénariste, enfin la scénariste plutôt, Audrey Alouette, allait réussir à tenir son histoire sur autant de volumes. Parce que Princesse Sarah, pour ceux qui ne le savent pas, c'est adapté à la base du roman pour la jeunesse qui a été écrit à la toute fin du 19e siècle ou au tout début du 20e siècle par Frances Hodgson Burnett, je crois, qui s'appelle Princesse Sarah aussi, et qui avait aussi été adapté en dessin animé. Pour ceux qui ont à peu près mon âge, ça passait sur Arte. Petite princesse ou Princesse Sarah, je sais plus, bref, je vois très bien le générique, et puis cette petite fille avec les cheveux tellement noirs qu'ils étaient bleus, vous avez peut-être vu ça. Bref, c'est quand même une histoire qui est assez courte, et je me disais, comment l'auteur, comment la scénariste de cette BD peut développer tout ça sur autant de volumes. Et en fait, l'histoire vraiment originale de Frances Hodgson Burnett ne tient que sur les 4 premiers volumes. À partir du volume 5, 6, 7, 8, on est après ce qui se passe dans le roman de base. C'est une extrapolation, une suite. Voilà. Donc j'avais peur aussi que cette suite, ça soit pas aussi bien que l'histoire d'origine, l'histoire de base, et en fait ça fonctionne bien. J'ai vraiment beaucoup aimé cette suite. Alors, pour vous raconter très rapidement, Princesse Sarah, de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Sarah, donc, qui est la fille de Mr. Crowe, qui est très riche et qui part aux Indes pour faire fortune là-bas. Il laisse sa fille à Londres, dans un pensionnat de jeunes filles. C'est une petite fille qui est très gentille, très douce, qui prend soin des autres. C'est une petite fille vraiment tout comme il faut, tout ce qu'il y a de bien. Le problème pour Sarah, c'est que on va apprendre très vite que son papa est mort et qu'il est ruiné. Donc du statut de princesse, Sarah va devenir une moins que rien. Sarah n'a plus rien, mais vraiment plus rien. Sauf sa bonté, son bon caractère, ses amitiés
et son imagination surtout. Et c'est un petit peu ce qui va, et c'est beaucoup même, ce qui va l'aider à s'en sortir, à tenir bon. L'intérêt de cette bande dessinée, c'est que la scénariste et l'illustratrice insèrent des éléments un petit peu steampunk là-dedans. C'est vraiment léger et en même temps ça fait partie du contexte, c'est indispensable à l'histoire et on va surtout voir que c'est indispensable à cette histoire à partir du volume 5. On va découvrir une Sarah qui a quelques années de plus, qui est devenue une jeune femme d'affaires, une jeune femme qui prend en main l'entreprise de son défunt père, et entreprise qui est une entreprise d'automates. Donc d'où le côté steampunk un petit peu important. Et pour ça, elle va partir aux Indes. Et donc on va découvrir sa nouvelle vie là-bas aux Indes avec pas mal de péripéties, d'aventures, de cachotteries, de secrets, de voilà. Et puis encore des personnages féminins pas franchement sympathiques, des personnages masculins aussi pas franchement sympathiques d'ailleurs. Et avec le retour dans le volume 8, je crois, ou dans le volume 7 ou 8, je sais plus, enfin dans les derniers volumes que j'ai lus, le retour de Lavinia, donc la petite peste du pensionnat, qui est toujours tout aussi peste, hein, mais qu'on va apprendre à découvrir un petit peu différemment, donc on va même apprendre à apprécier cette Lavinia. Le parti pris de la scénariste et de l'illustratrice est vraiment intéressant, bien mené. J'avais peur que ce soit casse-gueule et en fait non, ça fonctionne bien. Côté dessin, voilà, des belles robes, des belles couleurs, presque du manga avec des grands yeux, tout ça. Là encore, comme Elinor Jones, c'est un petit peu mon côté girly qui parle, beaucoup de ces belles robes, tout ça. J'ai lu ensuite L'Adoption, le premier tome de Zidrou et Arnaud Monin aux éditions Bambou. Et là, c'est un gros coup de cœur. De Zidrou, j'avais déjà lu Lydie aux éditions d'Argo, qui avait été un gros coup de cœur là aussi. Très très belle histoire, hyper émouvante. D'une jeune fille au début du XXe siècle, je crois, ou toute fin du XIXe siècle, Lydie donc, qui va perdre son bébé et en fait elle va perdre un petit peu l'esprit et elle va croire que son bébé est toujours là. Et en fait tout son voisinage, pour pas la perturber, va jouer le jeu, va faire comme si le bébé était encore là, donc hyper émouvant. Triste, mais en même temps plein de bons sentiments, etc. Et donc, ce qu'on retrouve dans L'Adoption, et qui là aussi m'a beaucoup plu, c'est que c'est hyper émouvant également. Et cette chute, quand je suis arrivée à la dernière planche, je me suis dit c'est pas possible que ça se termine comme ça. Heureusement, le deuxième tome sort très bientôt, au mois de mai je crois, et j'ai hâte de le lire, parce que j'ai envie de savoir comment ça se passe pour la suite. C'est l'histoire surtout d'un grand-père qui va devenir grand-père suite à l'adoption d'une petite fille au Pérou. Il y a eu un terrible séisme au Pérou qui a fait des milliers, bon peut-être pas des milliers, mais au moins des centaines et des centaines de morts. Et une petite fille va se retrouver toute seule. Kinaya, je crois elle s'appelle. Je me souviens plus, c'est le sous-titre du premier volume. Voilà, Kinaya qui a 3 ou 4 ans se retrouve orpheline et est adoptée par un couple de Français. Donc elle arrive en France, elle arrive dans cette famille plutôt aimante, mais le grand-père il était contre cette adoption et il se montre très grognon et même très froid envers cette petite fille, envers cette nouvelle petite fille. C'est surtout de la maladresse, hein, je pense au début, il sait pas comment trop se comporter avec cet enfant qui arrive comme ça, un petit peu de nulle part. Et puis au fil des pages, au fil des planches, ces deux-là vont se rapprocher, et malgré la barrière de la langue, malgré le fait qu'ils n'aient pas de lien de sang, ils vont se rapprocher, et il y a une belle relation de tendresse, de complicité qui va se créer. Voilà, donc c'est super beau, et la chute est terrible. Je vous explique pas pourquoi, je vous dis pas comment, mais voilà, terrible, terrible. J'ai lu les larmes aux yeux aussi, et j'ai hâte de savoir la suite. Et là aussi, côté dessin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que c'est surtout les couleurs que j'ai trouvé vachement belles, hyper vives, hyper colorées. Je vois beaucoup de jaune, de vert, de bleu, très, très joyeux, très clair, très, très lumineux. Voilà, c'est ça le mot. Et je trouvais que ça allait bien avec cette histoire. Donc très très beau et à lire et à regarder. Ensuite, j'ai lu Ève sur la balançoire de Nathalie Ferlu aux éditions Casterman. Alors là, belle BD aussi visuellement et dans l'histoire aussi, mais alors beaucoup plus sombre, puisqu'on va découvrir l'histoire de Ève, une jeune fille qui est née au début du XXe siècle, non pas aux États-Unis, mais elle va arriver aux États-Unis, et en fait c'est une jeune fille très très belle, et donc à 16 ans, sa mère profite d'elle, profite de la beauté de sa fille pour la vendre
entre guillemets au plus offrant. Alors au début c'est juste des séances de pause pour des artistes, donc elle gagne de l'argent comme ça, et puis petit à petit ça va aller plus loin comme vous vous en doutez. Donc Ève c'est vraiment un objet au début du XXe siècle, c'est un petit peu a priori la maman entre guillemets des pin-up. Elle était sur les publicités à l'époque, au début du XXe siècle, donc c'est vraiment une personnalité qui a existé, c'est une biographie illustrée d'une personne qui a vraiment existé, que je ne connaissais absolument pas, donc j'étais ravie de découvrir cette histoire. Donc on va découvrir l'histoire de cette jeune fille, Ève, Evelyn en fait de son vrai nom, Evelyn Nesby je crois, qui voilà va utiliser ses charmes, sa beauté pour apporter de l'argent à sa famille, c'est sa mère qui la force un petit peu à ça, et puis petit à petit ça va dégénérer et elle va vivre une histoire assez dramatique et ça va se terminer par un procès qui était l'un des plus gros procès du XXe siècle aux États-Unis. Je ne vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant et assez dramatique, notamment pour les conditions féminines au début du XXe siècle. C'était pas encore ça, hein. Ça c'est sûr, là on voit bien la différence en un siècle. Quoique, on peut pas dire qu'en 2017 ce soit encore super génial pour les femmes, mais bon, quand on voit ce qui se passait dans les années 10-20 aux États-Unis, c'était pas super fun non plus. Côté couleur, coup de crayon, c'est beaucoup plus sombre, mais ça va bien avec le fond finalement, et je trouve que c'est très beau à regarder, même si c'est plus sombre, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai ensuite lu très rapidement Cœur de pierre de Gauthier et Almenza aux éditions Delcourt. Quand je dis très rapidement, c'est que cette petite bande dessinée qui est presque un album, je dirais, fait une trentaine de pages. Donc vraiment super court. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né avec un cœur de pierre, donc il ne ressent rien, il peut pas aimer les autres. Et en face de lui, en parallèle, on va découvrir l'histoire d'une petite fille qui a un cœur d'artichaut, qui elle au contraire, voilà, est très aimante, très joyeuse, très colorée. On a vraiment la différence entre les deux, notamment quand ils vont se rencontrer. D'un côté on a ce petit garçon cœur de pierre, donc avec une illustration très sombre, un petit peu à la Burton presque, à la Burton. Et puis l'autre côté, la petite fille, voilà, cœur d'artichaut, qui elle est très joyeuse, limite avec des petites couettes, tout ça, donc très coloré, des petits papillons, des petites fleurs. Et là c'est le choc des deux. Et forcément la petite fille au cœur d'artichaut va tomber amoureuse du petit garçon au cœur de pierre. Sauf que lui, il a un cœur de pierre, donc il s'en fiche. Et en fait la petite fille au cœur d'artichaut, tous les jours, elle va offrir des preuves d'amour à ce petit garçon au cœur de pierre. Et à chaque fois qu'elle va essuyer un refus, elle va perdre une petite feuille d'artichaut dans son cœur. Et au final, je vous dis pas le final. Mais voilà, son cœur d'artichaut, il n'est pas non plus éternel, il n'a pas des dizaines et des dizaines et des dizaines de pétales, donc voilà, au fil du temps, je ne vous en dis pas plus. Alors, je peux juste vous dire, pour vous rassurer, que ça finit à la fois bien et à la fois mal, mais c'est une super belle histoire, hyper émouvante, et en fait, avec ces métaphores du cœur de pierre, du cœur d'artichaut, on revient, bon, c'est sur l'amour, hein, et c'est simple, et en même temps il fallait y penser, et je trouve ça très beau, autant pour les enfants que pour les adultes, à lire sans modération, et là aussi celui-là il faut que je l'achète pour l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite j'ai lu L'Apocalypse selon Magda de Morel et Wolmerlo aux éditions Delcourt. Donc L'Apocalypse selon Magda. Alors, que je me souvienne de l'histoire, parce que comme vous le voyez, j'ai vraiment dévoré, avalé des titres graphiques, donc à chaque fois, il a fallu que j'imprime. C'est l'histoire donc de Magda, qui est une jeune fille de 13 ans, ouais, et qui va sur ses 14 ans. Et en fait, les premières planches, on la découvre, elle sort d'une voiture, et c'est la liesse dans la rue. Tous les gens sont super soulagés, puisque finalement l'apocalypse n'aura pas lieu. Et en fait, Magda, on sent que elle, au contraire, cette annonce, ça lui fait pas du tout plaisir. Et on va découvrir pourquoi dans les planches suivantes, puisqu'on va faire un retour en arrière, un an plus tôt, justement le jour où on annonce que l'apocalypse va arriver, que l'apocalypse aura lieu un an plus tard. Et donc, dans cette BD, qui fait une centaine de planches je crois, on va découvrir comment Magda, elle va vivre sa dernière année de vie. Comment elle va vivre ça. Alors elle a 13 ans et en fait elle va vivre intensément. Elle va essayer de faire toutes les expériences possibles et imaginables.
Et ça va aller loin, ça va aller très très loin, jusqu'à l'annonce, comme on l'a vu dans les premières planches, que l'apocalypse n'aura pas lieu. Et donc on comprend pourquoi, pour elle, c'est le désespoir qui s'abat sur elle justement au moment où elle apprend que l'apocalypse n'aura pas lieu, justement par rapport à tout ce qui a pu se passer pendant cette année, tout ce qu'elle a pu faire, tout ce qu'elle a pu vivre. Je peux pas vous en dire plus, sinon ça serait vous spoiler. C'est une BD qui est très intéressante dans la narration et dans la réflexion qu'il y a autour de tout ça. Par contre, c'est pas hyper joyeux. Ça pose la réflexion de soi-même, comment on vivrait, qu'est-ce qu'on ferait si là, du jour au lendemain, on nous disait voilà, la fin du monde c'est dans un an, comment tu vis ta dernière année. Surtout quand tu es jeune, que tu as 13 ou 14 ans, ou même quand tu es plus vieux, de toute façon, voilà. Donc j'ai bien aimé cette réflexion, mais on peut pas dire que ça soit super joyeux, ce roman graphique. C'est un peu pesant quand même. Côté illustration, rien de particulier à signaler, c'est agréable, appréciable, mais franchement rien de particulier. La trilogie Les Vieux Fourneaux. Alors je dis trilogie parce que j'ai lu les 3 premiers volumes qui sont sortis, mais apparemment il y aura une suite, et j'en suis ravie parce qu'à la fin du 3e volume, j'avais quand même envie qu'il y ait une suite. Les Vieux Fourneaux, c'est donc écrit par Lupano, illustré par Koei, je dirais, et édité chez Dargaud. C'est l'histoire de 3 petits vieux, des vieux fourneaux, qui vont vivre des aventures assez épatantes. Notamment en compagnie de la petite fille de l'un d'entre eux qui s'appelle Sophie et qui est enceinte. À travers les volumes, on va découvrir le passé de ces 3 vieux. Et ils ont eu un passé assez mouvementé chacun d'eux, que ce soit dans leurs histoires d'amour, dans leurs histoires professionnelles, dans leurs histoires syndicalistes, s'il y en a un qui est syndiqué et qui est à fond dans la rébellion et dans les syndicats. Voilà, c'est hyper drôle. Surtout le 1er et 2e volume, je me suis vraiment marrée, c'est vraiment super drôle. Un peu moins le 3e, que j'ai trouvé plus léger de ce point de vue-là, mais peut-être parce que justement ce 3e volume est plus du côté un petit peu de l'émotion, de l'attachement, puisque au fil des pages, au fil des planches, on ressent une tendresse certaine pour ces 3 vieux. Et je pensais pas franchement qu'une histoire de vieux ça allait me faire rire, ça allait m'intéresser, ça allait m'émouvoir, et si. Et enfin, le dernier roman graphique lu hier, ou avant-hier, hier. C'est Macaroni de Zabu et Campi aux éditions Dupuis. Dans ce roman graphique, on va découvrir l'histoire d'un grand-père là aussi bougon, qui a un passé assez compliqué puisque c'est un Italien qui a voyagé, qui a déménagé en Italie des dizaines et des dizaines d'années plus tôt avec sa famille pour fuir la pauvreté italienne, pour fuir le régime de Mussolini, et en fait il s'est installé en Belgique, il est devenu mineur, donc même s'il a fui une certaine pauvreté, c'était pour avoir une vie pas forcément non plus très fun et très riche, puisque les mineurs en Belgique et dans le nord de la France n'avaient pas forcément une vie super ouh, et ils n'étaient pas super riches non plus. On va découvrir l'histoire de ce grand-père grâce à l'arrivée de son petit-fils, qui a une dizaine d'années je dirais, qui arrive voilà, pour passer une semaine auprès de lui, parce que son père a des choses à faire dans la région et que sa mère ne peut pas le garder. Donc il se retrouve catapulté chez ce grand-père qu'il ne connaît quasiment pas et qu'il n'aime pas forcément. Il le voit une fois par an et ils n'ont pas forcément d'affinité. C'est un grand-père qui est bougon, qui est grognon. Voilà, on sent qu'il a vécu quelque chose de difficile et ça se ressent dans son caractère et dans ses relations avec les autres. Donc le petit-fils, il n'a pas du tout envie de rester une semaine avec lui. Il n'y a pas la télé, il n'y a rien. Il n'a pas du tout envie de rester là. Et ça se confirme dès son arrivée, dès que le grand-père lui dit bon bah tu vas travailler, tu vas venir bêcher, tu vas venir t'occuper du jardin, des légumes. Et puis, comme vous vous en doutez, au fil des pages, au fil des planches, la relation entre le petit-fils et son grand-père va évoluer. Il va y avoir une certaine tendresse, une certaine complicité qui va se mettre en place. Une belle histoire, mais finalement que j'aurais aimé encore plus intense et encore plus émouvante. Par contre, visuellement, je sais pas du tout quel effet est utilisé, mais j'aime vraiment beaucoup ce côté un peu flou. Alors je sais pas si c'est le bon mot, si c'est le bon qualificatif pour expliquer ça, puis là encore je peux pas vous montrer parce que j'ai pas le livre, mais autant l'adoption, vous avez des traits, ou même d'autres BD et romans graphiques que je vous ai présentés avant, vous avez des traits qui sont très nets pour dessiner les personnages, les visages, les corps, les vêtements, tout ça, c'est vraiment très net,
très fin, très net. Et là c'est beaucoup plus flou. Il n'y a même pas de traits en fait, si je dis pas de bêtises, pour les personnages, c'est plus flou, je sais pas comment dire autrement. Et j'aime bien cet effet-là. Effet qu'on retrouvait aussi dans Eve sur la balançoire. Peut-être un petit peu le côté impressionniste, si vous voyez ce que je veux dire. C'est plus ce côté-là, voilà. Donc ça a un côté à la fois plus doux et en même temps peut-être un peu plus, je sais pas, dramatique, onirique, j'en sais rien. Mais c'est un effet aussi que j'aime bien pour l'illustration, et donc là ça marche bien encore une fois pour Macaroni. La prochaine vidéo graphique, ça sera quand même celle qui parlera des albums pour la jeunesse. Comme je vous le disais, j'en ai lu 27. Là pour le coup, les 27, je sais pas si je vais vous en parler vraiment, parce qu'il y en a quand même pas mal pour le coup, enfin pas mal, il y en a quand même certains, soit qui sont hyper connus, je suis pas sûre que ce soit vraiment pertinent de vous les présenter une énième fois, et d'autres qui m'ont pas plus marqué que ça. Donc à part vous montrer la couverture et vous dire bon celui-là c'est joli, l'histoire est sympa mais sans plus, j'aurais pas grand chose à vous dire sur cela. Donc je suis pas sûre de vous parler de tous les albums, contrairement à cette vidéo là. Je crois que je me concentrerai vraiment sur les albums qui me paraissent très intéressants, soit sur le fond, soit sur la forme. Là encore, avant de me lancer dans une grande vidéo, avant de passer des heures à tourner une vidéo pour vous parler d'albums pour la jeunesse, dites-moi si vous seriez quelques-uns à être intéressés par le sujet ou pas du tout. Vous avez le droit de ne pas être intéressé, dites-le moi. Je vous souhaite de très belles lectures, je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre gentillesse, fidélité, soutien, tout ça. Belle lecture et à très vite. Salut!